Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Après la thèse. Aujourd'hui, on va recevoir Céline et je vais laisser parler Cécile pour qu'elle nous explique un petit peu de quoi il est question. Donc oui, aujourd'hui, dans Après la thèse, on a Céline. Donc elle est archéologue spécialisée en paléoparasitologie. Donc oui, ça existe. Et oui, on va vous expliquer ce que c'est. Et donc on va parler de parcours qui sont non linéaires, de contrats de prestation, de galères post-thèse et de ce que ça signifie vraiment, finalement, de construire une carrière en sciences humaines et sociales aujourd'hui. Donc bref, ça va être un épisode très concret sur la réalité de l'après-thèse. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui en compagnie, bien sûr, de ma consoeur Cécile pour ce nouvel épisode d'Après la thèse. Comment tu vas, Cécile? Et bah, toujours parfaitement bien. Et toi? Eh bien oui, écoute, alors aujourd'hui, tâche compliquée pour moi parce qu'on reçoit Céline. Donc je m'excuse d'avance pour toutes les bafouilles que je vais faire dans les prochaines 20-30 minutes. Céline, bonjour à toi, comment ça va? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Eh bien merci à toi donc du coup de venir là. On est, heu, on est très content de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, sur une thématique, qu'on connaît, de très loin, Cécile et moi, parce qu'on a pu avoir des collègues, mais c'est pas notre spécialité. Tu es donc, beh, écoute, présente-toi directement, hein, je vais te laisser faire. Alors je suis archéologue et je suis spécialisée en paléoparasitologie. Donc Ah! Alors, va falloir expliquer ce que c'est la alors, Oui, succinctement, ce qu'est la voilà, c'est pas un paléoparasitologie. podcast scientifique, mais quand même 2-3 bases Ouais. parce que alors la paléoparasitologie, en fait, ça correspond à l'étude des parasites qu'on peut retrouver en contexte ancien, voilà, de manière générale, et ici au labo, on s'attache plutôt à étudier les parasites gastro-intestinaux, voilà, qui peuvent Donc humains et animaux. on imagine tout à fait le genre de terrain que tu fais Voilà. et on imagine tout à fait sur quel Quel type de mobilier? matériau tu travailles. alors Ben, moi il je suis l'a, pas tu l'as sûr. pas? Non? Quoi, dans les toilettes, gallo-romaines, c'est Oui, ça? par exemple, c'est ça. Ah ouais. Oui, oui, il faut aller à la source, quoi, donc Ah oui, on est ouais, sur ouais. ce genre de eh oui, Pas que, hein, mais effectivement, on oui. peut être amené à beaucoup travailler sur des latrines, sur des coprolites. Alors des coprolites, c'est de la matière fécale, minéralisée quoi, donc voilà, ce genre de matériel. Là où on est susceptible de retrouver, des marqueurs parasitaires, en fait, finalement. Mais du coup, petite parenthèse, en gros, c'est globalement, par exemple, tu peux, alors peut-être pas toi directement dans ta propre recherche, mais c'est ce genre de discipline qui peut, par exemple, dire, tiens, à tel moment, ils ont tous eu, je sais pas, il y a eu un virus qui est passé ou une certaine forme de maladie ou un truc comme ça, ou pas, ou c'est pas possible parce que ça se conserve pas? Alors virus, bactéries, non. Enfin, la bactérie, ça se développe, mais moi, personnellement, je travaille pas dessus. Mais oui, si, on peut voir, j'en sais rien moi, avec les mouvements de population qu'il y a pu y avoir, dans le temps, enfin voilà, les populations se déplacent avec leurs parasites et donc propagation du parasite dans une nouvelle communauté, ça, on peut très bien le mettre en évidence, ouais, par exemple, ce genre de choses. Oh la vache, ça Ouais, c'est c'est ouf. intéressant, hein. Ah bah Je ne complètement. savais pas que ça existait avant d'arriver dans parce que Céline est dans le même labo que moi, donc je ne savais pas que ça existait, cette discipline-là, avant d'arriver. Ouais, non. Ouais, c'est une niche, on n'est pas nombreux. Oui, bah, oui, j'imagine. Et donc tu as fait ta thèse sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bah, du coup, oui, sur quoi si tu as fait ta thèse sur ce sujet-là et puis comment tu en es arrivé finalement à faire cette thèse-là, quand est-ce que c'était et cetera? Alors, j'ai fait ma thèse donc en paléoparasitologie et plus spécialement sur le néolithique, dans l'arc alpin, voilà. Hem Néolithique, c'est Néolithique, oui. Alors c'est la période qui va marquer vraiment le début de l'agriculture, de la sédentarisation, voilà, le début de l'élevage et cetera, et c'est pour ça que c'est intéressant en paléoparasitologie, puisque vu qu'il y a une promiscuité plus importante entre les hommes et les animaux qui se crée à ce moment-là, par le processus de domestication, il y a eu, on suppose, hein, énormément d'échanges de parasitoses, et enfin voilà, entre les populations humaines et animales, quoi. OK. Et tu as fait ta thèse du coup au laboratoire C'est Chrono-Environnement? ça, j'ai soutenu en 2019, OK. voilà, fin 2019. Mais alors du coup, parce qu'on va faire un petit impair au titre de la thèse. C'est pas la première fois, mais bon, c'est assez rare. Nous, on a noté donc, parce que comme vous savez, on briefe un petit peu avant de commencer parce qu'on n'est pas des professionnels non plus avec Cécile, hein. On se disait que enfin, on a appris que tu as fait ta thèse, mais pas tout de suite dans la continuité de ton cursus universitaire. Ouais, c'est ça. Alors dis-nous comment ça enfin, qu'est-ce qui s'est passé alors, d'un point de vue,
ou études ou pro? Qu'est-ce que tu as fait entre le master du coup et le début de ton doctorat? Donc tu as travaillé, tu as fait d'autres choses, tu es allé voir du pays? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette avant-thèse qui nous permettra de mieux expliquer l'après-thèse, en fait? Ouais. Alors, bah, juste pour recontextualiser un peu, en fait, j'ai une licence de biologie au départ que j'ai eue à l'URCA, donc Université de Reims-Champagne-Ardenne. Je suis partie en master, archéosciences à Dijon. Voilà, donc c'est vraiment c'était, je crois que ça a un peu changé maintenant, mais en tout cas, c'était vraiment sciences environnementales appliquées à l'archéologie, quoi. Moi, ça me plaisait beaucoup ces aspects-là et c'est là que j'ai découvert, la paléoparasitologie que je connaissais pas du tout avant et vu que ça m'avait vachement intéressée, au cours de mes études de biologie, je me suis dit que franchement l'appliquer en contexte paléo, ça pouvait être vraiment, bah, déjà fun au départ et puis enfin voilà, j'étais curieuse, quoi. Donc j'ai fait mon stage là-dessus et puis, en fait, ça m'a vraiment, vraiment plu et j'ai eu l'opportunité de faire des contrats de chargée d'études pendant 2 ans, en fait, au labo et moi, ça me convenait parce que j'avais pas nécessairement envie d'enchaîner sur un doctorat de suite et puis il y avait pas non plus, possibilité immédiate, quoi. Donc ça m'allait bien. Donc ça m'a vraiment permis déjà de, bah, vraiment de développer mes compétences, quoi, dans cette discipline-là, de mieux comprendre toute la philosophie qu'il y a derrière parce que vu que ça mélange quand même, énormément de notions de sciences humaines, mais aussi médicales, enfin, voilà, c'est faut je pense que c'est important d'avoir un peu de recul sur cette discipline quand même. Donc ça m'a permis d'avoir ça et puis au bout d'un moment, on a pu, monter un sujet de thèse, donc je dis: «Bah, allez, pourquoi pas?» et puis c'était parti, quoi. Mais alors c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce que c'est un contrat de chargé d'études? En fait, je faisais beaucoup de prestations, donc auprès des archéologues, donc soit du secteur privé ou public, hein, les 2. Soit sur des fouilles, ce qu'on appelle préventives, donc ça va être, tout ce qui est, les fouilles archéologiques qui sont menées suite à des aménagements du territoire ou ce genre de choses. Ou alors dans du programmé, donc là, ça va être sur, c'est des programmes de recherche qui se développent sur plusieurs années et voilà, où il y aura des campagnes de fouilles récurrentes. Enfin voilà, donc on a un peu intervenu sur, ces 2 types, de sites-là et concrètement, comment ça se passe? Bah, on nous demande, de faire une étude, on évalue un prix, par échantillon ou par site, quoi et puis on fait un devis, on facture et puis je fais Ah voilà. l'analyse, je fais un rapport d'analyse et puis je suis payée derrière. Voilà, donc mais du coup, alors c'était ça aussi ma sous-question, c'est un statut d'auto-entrepreneur. C'est pas genre il y a un contrat, on recrute une personne et on te prend pour c'est pas une mission en CDD, c'est un statut où c'est toi qui factures? Alors non, c'était pas moi, je passais par le labo Ah, pour faire facturer. oh! Voilà, Mmh. Ça, alors donc celle-là, ça, je la connaissais pas c'est celle-là. possible. Oui, oui. Ah et c'est vrai que les labos ont des compétences enfin, sur certaines thématiques, le labo dans lequel je suis actuellement, c'est vrai qu'ils ont une compétence pour facturer. Ils Oui, travaillent sur du pollen, par exemple, oui, mais c'est voilà, typiquement. spécifique, quoi. Ça peut pas être autre chose, enfin, je connais pas tous leurs, les détails de leurs trucs, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les labos publics ont cette compétence-là. Oui, tout à fait, ouais. C'est au cas par cas. Ah, tu passais par là et Oui, donc c'est après, ça. c'est le labo qui te repaye derrière, Ouais, voilà, tout en à fait? fait, ouais. Ah! C'est bien ça, dis Donc donc. bah, ouais, pour un après-master, c'était un peu parfait, hein, comme situation. Alors c'était pas, constant, hein, des fois j'avais des mois de chômage, bon, bah, Eh bien voilà, sûr. peu importe, Ouais. mais bon, en tout cas, c'était assez, satisfaisant à ce moment-là, quoi. Donc Mais ce qui est intéressant du coup avec ce contrat, c'est alors tu m'arrêtes si je me trompe ou alors, il faudra le double vérifier, mais du coup, si tu as ce statut-là et que tu n'as pas ce statut d'auto-entrepreneur, du coup tu cotises. oui, 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 Voilà, ça c'est bien parce que oui, quand oui. tu es auto-entrepreneur, Tu cotises pas. alors autant la voilà, autant la première année Ouais, tu as pas de charges, c'est pour te lancer, mais tu cotises pas. c'est ça. Donc ça c'est pas mal aussi, ça c'est Mmh. bon à savoir. Après il faut avoir une expertise particulière évidemment, tout le monde ne peut pas faire ce truc-là, mais c'est une bonne tips à donner à ceux qui nous écoutent là sur le coup. Ouais, ouais C'est intéressant. bah, en tout cas, c'était, on le savait, hein, que c'était temporaire et on s'était aussi à l'époque un peu rapproché des incubateurs d'entreprises pour voir justement est-ce que ça valait le coup de monter un bureau d'études, spécifiquement dans ce domaine-là. À l'époque, bah, du coup, il y a longtemps, la discipline a été moins développée que maintenant, donc c'est vrai que c'était pas rentable, hein, de monter un bureau d'études, dans l'immédiat. Là, je sais pas, faudrait faire un bilan, mais enfin, voilà, en tout cas, c'était un bon moyen de contourner un peu justement ces aspects de qui peuvent être contraignants de monter une entreprise et puis tout en, bah, cotisant quoi, continuant à cotiser en tout cas. Et donc du coup, tu nous disais que tu avais terminé ta thèse, en 2019 et qu'est-ce qui s'est passé finalement le jour où tu as terminé ta thèse, juste après? Est-ce que tu avais des projets? Comment tu as vécu en fait ce moment-là? Bah, le bien, c'est un fin de thèse, c'est cool, c'est bien quand ça se termine. Enfin,
dans le sens, c'est un aboutissement, c'est quand même, important dans la vie de chaque chercheur, hein, je pense. Et puis, faut savoir que j'ai un frère jumeau qui a soutenu la même année que moi. Alors on se tirait un peu la bourre sur les dates de soutenance et puis bon, bah, finalement il a gagné la course quoi, mais mais voilà, c'était cool, de se faire, un peu, couronner les 2 toute la même année, quoi. J'avoue Mais que vous pour avez des fait un jumeaux, pari ouais, ou? c'est drôle. Ouais. Ouais, c'était drôle, Sur très bien. sur le coup. Lui, rien à voir Ah ouais, avec c'est pas toi ou mal. c'est la même discipline aussi? Ah pas du tout, lui c'est en Ah, écologie, tropicale, rien à voir, mais OK. Oui, oui, effectivement, oui, c'est pas tout à fait pareil, oui, tout à fait. Donc, du non, alors du coup, donc tu finis cette thèse, alors je reprends, je continue un petit peu ce que Cécile disait. Donc Céline, yes! Tu Exactement. Dis Cécile, bravo. je sais pas pourquoi je me suis lancé sur les prénoms là, mais c'est pas grave. Donc Céline, donc du coup, OK, la thèse s'arrête. Donc 1er jour, effectivement, ou le lendemain, comme tu dis, c'est bien aussi quand ça s'arrête, c'est normal, hein, de dire ça, on comprend tout à fait ça. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe après, au lendemain? Comment se passe la vie, d'après-thèse, en tout cas le début de vie d'après-thèse avant d'arriver à ta situation, actuelle? alors, moi ma thèse je l'ai fait en 4 ans. C'est important de le noter. Alors en sciences humaines, c'est assez courant, hein, de dépasser les délais. Il y a rien de surprenant, 4 ans, c'est correct, on va dire. Mais du coup, ça signifie que j'ai fait ma dernière année sur le chômage et Oui, voilà. alors ça, c'est Ah quelque oui, mais chose ça, c'est aussi propre au de SHS, c'est très ça, hein? Ah SHS, ouais, ouais. Ouais, ouais. ça c'est Ça, ouais, c'est ouais. une possibilité, de le faire. Enfin, les écoles doctorales, elles tendent quand même, vraiment à plus accepter les thèses, qui dépassent des délais, trop importants parce que ça a plus de sens de toute façon, mais du coup, ce qui fait que, ben, début 2020, il y a eu le covid et donc trouver du boulot, c'était très compliqué. Les post-doc, on oublie, hein, enfin d'une manière, c'était vraiment, dur. Sauf que j'avais quand même l'échéance de, bah, au bout d'un moment, j'allais plus avoir de chômage, dans l'année, donc il fallait vraiment que je me dépêche de trouver du travail, quoi. Donc du coup, j'ai un peu été forcée de trouver autre chose parce que le temps de monter des projets, et cetera, enfin voilà, ça prend quand même un certain temps, quoi. Il y a des deadlines, on est contraint par ça et ça a été dur parce qu'en fait, on se rend compte qu'un doctorat, c'est quand on veut revenir dans le milieu professionnel standard, c'est vraiment une contrainte, quoi. Donc c'est difficile à gérer un peu au début, en fait, hein, de se dire: «Mais en fait, j'ai fait tout ça, mais ça ne sert strictement à rien. C'est invalorisable dans le système français, quoi». Donc Mais quand tu dis ça, tu veux dire que ça pose problème quand il est dans le CV ou c'est finalement le fait que, ça va pas du tout t'aider, en fait, ça met pas en évidence, des, des compétences qui seraient utiles pour, le travail pour lequel tu bah, candidates? les 2. Je pense déjà il y a la barrière des RH, hein, de manière très bête, mais voilà, ils voient doctorat sur un CV, bon, bah, le CV il va à la poubelle, quoi. Ils ont quand c'est pas des profils qui demandent, ce type de diplôme, ils y voient pas l'intérêt et puis, je pense qu'en France, on a encore du mal, enfin les boîtes en tout cas, ont du mal à cerner le travail d'un chercheur de manière générale, que ce soit dans la gestion de projet, dans la gestion de finances et cetera et pour eux, c'est vraiment obscur, hein, c'est une espèce de boîte noire et donc dont les compétences va pas les intéresser quoi, finalement. Oui, c'est ça. Alors que dans d'autres pays, alors Ben, je pense que tu seras d'accord avec moi, dans plein d'autres pays, tu as un doctorat, c'est pas du tout obligatoire que tu travailles dans l'académique, Ah au non, contraire, il y en a plein qui vont travailler dans le je privé, sais quoi, pas si après. c'est très franco-français, mais en tout cas, c'est sûr que c'est Frenchy. Peut-être qu'il y Oui, a d'autres pays, je pense aux Italiens, peut-être qui ont un peu la même mentalité que nous, Mmh. mais c'est vrai que oui, globalement, enfin, que ce soit, bon, les États-Unis, or remarque, il fait peut-être pas beau maintenant d'être chercheur en écologie aux États-Unis, mais en tout cas, aux Oui. États-Unis, bon, évidemment, il y a pas besoin de Canada, États-Unis, il y a pas besoin d'en reparler, mais même dans d'autres pays européens, hein, l'Angleterre, Même en l'Allemagne, Allemagne, voilà, hein, qui est l'Allemagne, juste à ouais, très ouais. côté, bien, hein. hein, tout à fait. Non, non, bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est un souci qu'on a, presque propre à la France. Mmh. Je veux pas généraliser, il y a peut-être d'autres pays qui ont ce même problème, mais en tout cas, c'est vrai que nous, on est un peu vieux jeu sur ça et je pense que voilà, de ce que j'en vois aussi avec l'expérience, c'est qu'il y a un peu des 2 côtés, quoi. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je milite beaucoup, enfin milite, c'est pas un vrai terme, mais pour que vraiment le privé, discute avec, le public, Mmh. en tout cas le public, l'académique. Mais quand je dis ça, c'est pas que l'un veut pas, c'est les 2 en fait. C'est pas, Oui, oui. tant le Ouais, ouais. privé qui veut pas particulièrement discuter avec l'académique que des fois c'est l'académique qui veut pas discuter avec le privé. Moi, je suis pas du tout à mettre le boulet rouge sur le privé, loin de là. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'à part quelques, voilà, entreprises éventuellement, les très, très grosses entreprises,
elles savent, mais les Oui. très, très grosses. Elles savent à la limite, donc c'est pour ça, c'est peut-être la différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans, ou peut-être que maintenant une très grosse alors je vais pas citer de nom parce que j'en ai pas forcément en tête là, mais les très, très grosses, elles vont y arriver, mais des entreprises, plus, heu, ou plus pitchounes, ou moins internationales, oui, plus petites, pardon, ou plus petites ou moins internationales, effectivement, elles ont encore ce côté vieux jeu alors que tu pars aux États-Unis ou je ne sais où, mais enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit États-Unis, c'est loin. L'Angleterre, l'Allemagne, effectivement, Oui, c'est et ça. Et je me demande aussi si ça dépend pas un peu aussi des thématiques parce que, heu, enfin, je me demande ça. Moi, parce que je me pose les mêmes questions aussi en écologie. Je me dis: comment mettre en avant, mes compétences en écologie si jamais je quitte le milieu de la recherche à un moment et donné? c'est là où je me dis que là, ça vient peut-être de nous, tu vois? Moi, j'essaie d'y travailler parce que je commence à regarder aussi, tu vois, pas et je pense que là, il y a une partie où, en fait, je pense que le titre de son doctorat, quand on se prend dans un privé, une entreprise, on est d'accord, hein, une entreprise qui même si elle est spécialiste en environnement, hein, pas le sujet. Je pense que la trop précision, alors de là à donner le titre du doctorat, n'exagérons pas, mais la trop précision, effectivement, noie le truc. Alors que, tu vois, docteur en sciences de l'environnement et après j'ai travaillé en tant que ta 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 ta. Enfin, je pense qu'il y a une façon aussi de Ah oui, présenter. bien sûr, Ça hein. vient Oui, vraiment oui, des 2, mais il y a une façon de complètement, hein. présenter dans laquelle nous, on Mais, n'est pas éduqués, quoi. après, une thèse en archéo, ça reste une thèse en archéo, quoi. Je peux enlever le titre, hein, je peux enlever parasite, je peux enlever ce que tu veux, mais quoi qu'il en soit, pour les gens, l'archéo déjà c'est les dinosaures, ils comprennent rien. Enfin, tu vois, il y a tellement un gap entre la compréhension du métier même et ce qu'on fait derrière que, en fait, à part l'enlever, il y a pas tellement d'autres solutions. Je pense qu'en sciences de l'environnement, c'est bien plus facile parce que déjà vous utilisez, de manière générale des outils qui sont quand même bien plus, présents dans les sociétés. C'est vrai. Enfin, le côté informatique, Oui, pour oui, l'archéo, oui. les gens, ça leur saute pas du tout aux yeux, enfin, ça leur vient pas à l'esprit, quoi. Tu la maîtrise de l'outil informatique, je veux dire. Donc voilà, enfin, c'est sûr qu'il y a un travail de et c'est vrai, je pense, Ben, tu as raison, entre, un manque de dialogue entre le public et le privé, en tout cas l'académique là-dessus, pour vraiment valoriser les doctorants quand ils sortent, notamment quand ils sortent de sciences humaines, quoi. Et je me demande aussi, alors tu me diras si j'ai tort ou pas aussi, mais est-ce qu'on a tendance, en sortant d'un doctorat, à s'auto-censurer peut-être plus que des personnes qui sortent d'école quand on essaye de vendre nos compétences? J'imagine. Après on n'est pas formaté Ouais. pour, hein, de toute façon, mais, en école, je pense que c'est un peu plus le cas, mais, ça j'en sais rien, j'ai pas fait, mais j'imagine. Non, moi, je pense que je suis d'accord avec Cécile sur le coup. Je pense que déjà, il y a les 2 côtés et je pense qu'il y a le côté les écoles, hein, pas quand on sort de master à l'université. Les écoles, eux, on les matraque, Mmh. à tort ou à raison. Après là, chacun voit midi à sa porte, hein, et nous, à l'inverse, comme on est éduqués à la prudence avec nos Mmh. résultats au fur et à mesure, tout ça et cetera. Moi, c'est vrai que entre le début et maintenant, j'ai pris un coup, j'ai pris des droites, alors pas physiquement, hein, mais j'ai pris des droites parce que moi, j'étais très a je suis quelqu'un qui est souvent très enthousiaste, tout ça et cetera, et donc du coup, des fois, je me laisse porter par mes mots, et donc on peut penser des fois que je survends un truc, ça peut encore m'arriver encore aujourd'hui, je fais attention maintenant, mais c'est vrai que c'est voilà, porté par cet enthousiasme et du coup, je me freine et on se freine, mais pas parce qu'on se dévalorise, juste parce qu'on a été éduqué à faire Ouais. attention. C'est pas parce qu'on a une donnée qu'on peut arriver à dire, plein de choses. Alors nous, peut-être plus particulièrement en Europe ou en France, ça je sais pas, et je pense qu'il y a un petit côté culturel. Je pense que les Américains ont un peu moins de mal quand même à ce truc-là. Alors des fois, je fais une blague avec mes étudiants, mais je ne peux pas la faire parce que c'est un podcast et que ma blague, elle est visuelle, donc tant pis. Heu, mais pour montrer la différence entre la recherche européenne et américaine. Mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi, quoi. Et du coup, ça serait peut-être utile, je balance ça là, je me dis si jamais quelqu'un l'écoute aussi, de faire des formations pour les doctorants, pour, l'insertion dans pas dans l'académique, mais en dehors, faire peut-être insister plus sur ce type de formation. Je pense qu'il y en a qui le font Ouais. déjà, mais insister et puis aussi communiquer sur le fait que ce type de formation, existe s'il y en existe, En quoi. fait, ça existe, mais c'est du privé. En fait, c'est des gens en général qui sont comme nous Ah! et qui se sont reconvertis ou Mmh. qui ont fait autre chose et qui font mais du coup à titre annuel, donc du coup, leur taf, c'est de faire formation, donc ça coûte de la thune. Ouais. Donc on n'en a pas forcément toujours à la sortie d'un doctorat ou quand on fait des post-doc un peu à l'arrache là. Donc ça, il y a ce premier point. Toutefois, alors j'ai redécouvert il y a pas si longtemps, pour vous raconter une anecdote personnelle, qu'on avait comment ça s'appelle? Le CPF ou je sais plus quoi, une espèce Oui, d'argent qui est mis sur un portefeuille pour un compte formation, mais on compte l'a professionnel pas. de formation.
Le doctorat, ça marche pas, ça remplit pas Non, le alors moi CPF, j'en ai ouais. eu parce que j'ai travaillé dans le Dommage. privé à un moment donné et Ouais. ça s'est éteint et voilà et j'ai découvert que j'avais 2000 balles de dispo, pour, apprendre l'anglais quoi, enfin, le truc, voilà. Mais, je suis pas sûr que ce soit très pratique. Mais peut-être que ça peut servir à ça et après ça peut exister dans l'université dans laquelle je suis, il y a dans un master, il y a un truc mais le problème, c'est que c'est fait par des gens qui sont académiques. Donc en fait, c'est trop c'est j'ai pas envie de dire c'est très théorique, c'est trop théorique parce qu'en fait, ce qui est enseigné sur cet aspect-là, si les académiciens n'ont pas fait la démarche d'aller chercher plutôt un copain, une copine qui est entrepreneuse ou qui alors peut-être pas chef d'entreprise, mais au moins dans les RH, ne serait-ce que ça, pour faire le cours, mais que c'est eux qui le font, bah, du coup, c'est joli en théorie, mais dans la pratique, en fait, la Mmh. personne qui nous donne cette information ne l'a même pas expérimentée elle-même. Donc, ou alors l'a expérimenté, je veux dire même moi, si je devais faire ça dans 10 ans, c'est pas parce que j'ai expérimenté 2 ans que je sais de quoi je parle. Oui, c'est Il ça, faudrait aller chercher quelqu'un qui fait des RH ou un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise petite parce que et une puis grosse, je suis maintenant, pas quoi. sûr que la personne se déplace. Mais voilà, tout à fait. Et puis maintenant, tout à fait, Mmh. tout à fait. Parce que là, du coup, tu fais quoi, Céline, maintenant? Tu sais quoi ton statut maintenant? Alors là, tout de suite, maintenant, on est le 21 janvier. Là, je suis au chômage, sur ce mois-ci. J'ai fini un contrat, fin décembre et j'en reprends un le mois prochain. Voilà. C'est un contrat de prestation, là, je suis retournée en statut ingénieur de recherche, donc là, je refais de la prestation, pour, des chantiers archéologiques, voilà, divers et variés, mais voilà. Et donc en fait, après ta thèse, tu balances entre des contrats de postdoc et des contrats de prestat? Alors, en fait, bon, tout de suite, voilà, il y a eu un petit moment de recherche de travail. J'ai bossé, à la MSHE, ce qui s'appelle la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement. En fait, c'est une structure, d'appui à la recherche, notamment pour les sciences humaines. Donc voilà, j'étais, oh, c'était un boulot quoi, un petit boulot, dans cette structure-là. Ensuite, j'ai travaillé à l'université, en poste d'ingé d'études, mais en bibliométrie. Voilà, pourquoi pas. Alors c'était assez intéressant sur, certains aspects, notamment de la science ouverte. C'était vraiment pour valoriser la science ouverte, donc ça c'était plutôt chouette et j'ai postulé à des postes d'ATER que j'ai eus. Donc ensuite je suis revenue au labo en tant qu'ATER et depuis, oui, effectivement, comme tu as dit Cécile, j'enchaîne entre des petits postdocs, des petits contrats sur des projets de recherche ou de la prestation, voilà, je navigue un peu entre ces 3 trucs-là. Et comment tu le vis ça? Est-ce que, parce que tu disais après le master, c'était cool finalement d'être chargé d'études et puis découvrir des trucs et de se faire un peu une idée aussi de ce qu'est vraiment la paléoparasito. Est-ce qu'aujourd'hui tu le vis avec autant d'enthousiasme ou comment ça se passe? Ça commence à être un peu compliqué de jamais rien voir venir, quoi. Parce que c'est vraiment, vivre, du jour, pour le lendemain. À la fin, c'est vraiment, d'un mois à l'autre, je ne sais pas ce que je fais, hein. Sauf quand j'arrive à avoir des contrats plus longs, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas, la majorité du temps, quoi. Donc voilà, ça commence à être un peu long, mais bon, Ouais, tu as encore la pour le patience, moment, oui, ça va. est-ce qu'on peut donner ton âge ou Oui, pas? j'ai 37 ans. Parce que c'est pour donner un peu une fourchette aussi de montrer, enfin je pense que c'est important de montrer que les jeunes chercheurs aujourd'hui, ils ont, ces Ouais, âges-là en ouais, ouais fait. et je suis pas du tout isolée en archéo, hein. Enfin, mon cas, il est, loin d'être isolé, quoi. On est Bah tous oui, dans c'est ces ça. situations-là et bon, ben, on l'accepte, hein, on fait avec, mais Est-ce que je me posais la question, parce que là, c'est vrai qu'on a fait, très franco-français. Je me posais la question, parce que du coup, je connais pas du tout cette discipline, mais j'imagine, tu m'arrêtes si je me trompe, que dans des pays européens à minima, l'archéologie, c'est quand même un délire. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, enfin, je veux dire, il y a des civilisations, ne serait-ce qu'à alors dans plein de pays du monde, mais là, je parle pour les pays qui sont à côté de nous, hein. Donc en Espagne, en Italie, machin et tout et cetera. J'imagine que j'espère qu'en Italie, quand même, il y a du taf à mon avis aussi en Italie. Bon, je dis l'Italie, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça, parce que je suis parti sur les Romains depuis le début du truc. Mais ma question est plutôt la suivante, c'est est-ce que cette thématique archéologique, que tu fais, alors pas le détail, hein, de la parasitologie, hein, est-ce que c'est les mêmes standard, malheureusement un peu délétère, un peu difficile, dans d'autres pays? Est-ce que tu as des collègues dans d'autres pays qui sont en équivalent SHS de leur pays, qui font de l'archéologie et qui sont, aussi dans ces situations complexes? Ou est-ce que peut-être on peut imaginer, encore je change de pays pourquoi pas, en Grèce, c'est plus facile parce que je sais rien, c'est la Grèce. non, c'est un peu partout pareil. OK. C'est ouais, ouais. Bah, l'année dernière, j'ai eu une bourse, postdoctorale, avec, le RGK, qui est un institut archéologique à Francfort. Donc voilà, j'étais allée et il y avait énormément de postdoctorants justement, mais beaucoup d'Europe de l'Est,
donc des Tchèques, des Macédoniens, des Kosovars et voilà, c'était hyper intéressant justement de comparer nos situations et le système de financement de la recherche en archéologie dans ces différents pays-là et en fait, je me suis rendu compte qu'on est peut-être pas si mal lotis en France, même si on a l'impression que c'est quand même un peu la cata, tous les ans, les budgets sont réduits de moitié quasiment, enfin, c'est quand même, on va pas vers du beau, quoi, mais c'est un système qui roule quand même d'autant plus que, il y a énormément de public, en fait. Il y a l'INRAP, Oui. donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui est, une énorme structure, et qui publie et qui tourne, pas trop mal. Bon, enfin, voilà, qui tourne pas trop mal. Hem, ce qu'il y a pas d'équivalent, en fait, dans les autres pays européens. C'est qu'avec que 2 équipes de recherche dans des labos, quoi. Il y a pas vraiment de système d'archéologie préventive. Alors il y a des exceptions bien sûr, hein, mais globalement en tout cas, ça c'est un système assez français et qui enfin, qui est bien quoi. C'est bien d'avoir ça à Oui, l'échelle c'est nationale vrai que quoi. l'INRAP, c'est quand même assez, oui, je comprends pourquoi tu dis que ça tourne bien de parce que j'avais un collègue là, à une époque qui était là-bas, enfin, qui est toujours là-bas, je pense, mais qui a déménagé et qui m'explique en gros, l'INRAP, pour ceux qui connaissent pas, si je tu m'arrêtes si je me trompe, c'est un peu l'institut qu'on est un peu obligé d'appeler avant qu'on fasse un grand travaux dans une ville, quoi. Il faut qu'ils viennent regarder un peu s'il y a pas de truc ou alors ou si on tombe sur un truc, il faut les appeler, quoi. Alors en fait, c'est pas forcément l'INRAP, c'est, l'aménageur qui va faire, lancer un appel d'offres parce que lui, il a Ah! obligation, de faire ça. Il paye une taxe en fait d'ailleurs par mètre carré. Alors j'ai plus le prix, mais enfin voilà. Et il va lancer un appel d'offres et du coup, ça va être soit l'INRAP, soit une boîte d'archéo, préventive, privée qui va répondre, dessus. Mais c'est pas Ah! Je pensais que c'était nécessairement toujours l'INRAP. l'INRAP, moi. Non. Non, non, il y en a Ah! Ils plein sont en d'autres des boîtes concurrence avec d'archéo, des privés. ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. OK et le temps passe, le temps file. Hem, Très rapidement, du coup, comment tu enfin, la question très rapidement, Oui. comment vois-tu ton avenir? Tu as 1 minute. Oui, c'est ça, super. Je sais pas, idéalement, je passe un concours et je l'ai. Voilà, hein, comme un Mais peu tu les tout. passes là, en ce moment? Alors j'ai déposé, 1re année mon dossier CNRS. Ah ben félicitations. Ouais, merci. Ouf, voilà, il y a 0 attente derrière, hein, mais bon, au moins c'est fait et puis on verra bien, par la suite, quoi, mais voilà, mais en tout cas, je regarde quand même tous les ans les postes de maître de conf et aussi, parce que j'ai donné beaucoup d'enseignements et ça me manque beaucoup parce que je ne peux plus en faire actuellement, pour des raisons administratives, mais voilà, ça me manque et c'est vrai que j'aimerais bien y retourner un peu, là-dessus. Donc voilà, je continue quand même regarder tout ça et puis en attendant, bah, je monte des projets, plus importants, internationaux en collaboration avec des collègues, bah, notamment allemands, et puis voilà, hein, et puis on essaye, de faire en sorte que ça marche, quoi. Bah, oui et on te le souhaite. C'est nos y l'Allemagne revient beaucoup dans nos C'est podcasts, fou Ben, je ne sais ça. Non, pas, c'est moi fou. ça me rend fou. C'est, C'est-à-dire que, ça revient tu sais, au souvent, moment hein. où on discutait, à un moment donné, je me suis dit: «Et si on interrogeait quelqu'un pour après la thèse qui est allemand, Ouais, un allemand, en Allemagne, simplement. mais qui parle français?» Parce que du coup, en allemand, je peux pas le Mmh. faire, en anglais, mais bon, l'audience c'est pas waouh, c'est normalement, voilà, Ouais. on est francophone, donc ça se trouve, hein. Un Allemand qui parle français, Ah oui, il y en ça a. doit se trouver. Oui, oui. Mais ça se trouve, voilà. Et donc, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous donner, pour les jeunes chercheurs ou pour les étudiants, un petit conseil, quelque chose, Céline? Si je pouvais donner un conseil, c'est de, hem, la thèse, c'est pas une finalité en soi, dans le sens où c'est pas très grave de pas l'enchaîner, d'avoir un parcours linéaire, dans sa carrière. Je pense que ça empêche pas de, bah, déjà de s'éclater, hein, tout simplement dans son travail, c'est quand même un peu plus important. Sans oublier que ce n'est qu'un travail quelque part et faut un peu se ménager dans ce sens-là et voilà, juste dire que des parcours non linéaires, ça peut fonctionner, même si je suis pas le meilleur exemple en l'occurrence, mais en tout cas, il y a voilà, ça marche quand même et puis ça faut juste persévérer, être patient et puis ça se débloque, quoi. Et ce conseil revient souvent Mmh. et je pense qu'il est bon, pas tout à fait, toujours de la même façon, mais de déjà, en premier lieu, d'aimer ce qu'on fait. Oui, C'est hyper bah, c'est important. tellement, contraignant comme milieu, hein, on va pas se mentir, hein, c'est difficile, quoi. Donc Bah, oui. énormément d'aspects, donc si on n'y prend pas de plaisir, c'est même pas la peine d'essayer, hein, c'est Mmh. Bon, mais notamment en archéo, quoi, mais bon. bah, non, mais c'est top, du coup. On te remercie pour ce conseil. C'est vrai que c'est un conseil qui revient souvent, mais donc ça veut dire qu'il faut aussi se l'appliquer, arriver à marquer une petite distance, pour la suite. Oui, oui. C'est bien aussi. Donc merci beaucoup, Céline, pour ce moment.
Merci à vous deux. On espère que ça t'a plu. Ouais, Voilà. merci à Très toi. bien, merci beaucoup. Bon, merci. Et Cécile, on se retrouve pour un prochain épisode, et bien le mois prochain. Et ben c'est ça.